l'actualité. Et ça nous ramène dans la réalité. Alors, ce que va dire le Conseil constitutionnel? Je pense que ce que j'ai dit ce matin à une émission, j'ai le temps de le développer, mais rapidement. Que va faire le Conseil constitutionnel? Or, vous savez, contrairement au pouvoir d'Abidjan qui pense que nous sommes des oiseaux de malheur, quand Dr Bouga parle, on dirait que la Côte d'Ivoire va brûler. Mais j'ai vu 2010. Attendez, mais quand même, soyons humains. J'ai vu 2010. Mon pays a fait l'une des crises post-électorales les plus meurtrières de la planète. Donc, si je peux hausser le temps pour que cela vous remue, pour éviter ce que j'entrevois, mais je dois le faire. Donc, traitez-moi comme vous voulez. Mais moi, je vous dirai les choses telles que je les sens. Au moins, j'ai fait quand même un peu de mathématiques au lycée scientifique de Yamoussoukro. Les mêmes pauvres. Vraiment, je ne sais pas quoi. Les mêmes pauvres. Ce sont les mêmes CC. Est-ce qu'on a besoin de faire avant pour ça? Les mêmes pauvres. Regardez le climat qu'il est aujourd'hui. Il est même plus délétère qu'en 2010. En 2010, encore, il y avait un semblant de réconciliation qu'on appelle le premier tour à l'élection présidentielle avec près de 90% de taux de participation. Je n'ai jamais vu. Il y avait un engouement. Les populations ivoiriennes disaient que, ouf, enfin, on va sortir de la crise avec cette élection. Nous, on était mobilisés, on n'avait jamais vu cela. Donc, en 2010, le climat avant l'élection était encore plus acceptable. Aujourd'hui, c'est encore plus grave. Alors, le Conseil constitutionnel a reçu une soixantaine de dossiers transmis par la Commission électorale indépendante. Je vais dire un mot sur ces dossiers déposés. Dans ma première observation, le président Ouattara, président sortant, est allé à la CEI déposer lui-même sa candidature. Mais comment il faut comprendre cette candidature? Chers frères et sœurs, maintenant je peux être naïf. Parce que souvent je fais des analyses en suscitant de l'espoir, en me disant oh, j'espère que M. Ouattara, j'espère qu'il va arriver sur la liste. J'espère qu'il va éviter le pire. J'espère. Mais non, il n'en est rien. Le monsieur est dans une logique. C'est la défiance jusqu'au bout. Vous me cherchez, vous mourrez. Le fait que lui-même s'est déplacé pour aller à la CEI, c'est pour dire, M. Bago, vous avez lancé le défi. M. Tiam, vous avez lancé le défi, je suis prêt. Moi-même, je suis là. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Et parfois, vous devez voir les taxis qui se disent, bon, peut-être que le conseil va trouver des remèdes. Non, il ne faut plus rêver. Cette femme ne va rien faire d'autre que de valider la candidature de M. Ouattara et que d'éliminer celle de M. Tiam et d'éliminer celle de M. Laurent Gbagbo. Je me fais plus là-dessus. Parce que quand je vois, je vous dis, M. Ouattara ne peut pas se déplacer pour aller à la CEI pour rien. Non. Qui peut dire à Ouattara qu'il n'est pas éligible? Déjà en 2010, il n'était même pas éligible. M. Laurent Gbagbo a tout fait au nom de la paix parce qu'on lui a collé une rébellion. Parce que souvent aussi, je vois les petits débatteurs à la télé, je dis, oh, en fait, je prie parce que je suis même plus au pays. On lui a collé des rébellions. Nous, on ne fera pas de rébellion. Mais ce que nous allons faire là, je vais dire ça dans le deuxième point. Et c'est notre part que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je disais tantôt, nos frères qui ne sont pas venus parce qu'on perd notre temps. Et je leur ai dit, ça ne sert à rien. Parfois, ton compte en banque est rempli. Mais ça ne vaut rien. Tant que tu ne peux pas aller dans ton pays pour montrer à tes parents ce que tu es devenu. Ça ne sert à rien. Tu as envie de montrer à ta famille ce que tu es devenu. Réaliser, donner à manger à tes parents. C'est là que tu sens que tu vis. Sinon, ici, ça doit faire des milliards. Il faut acheter, comment on appelle la nouvelle voiture, Tesla. C'est zéro. Chers frères et sœurs, je veux avoir désormais un discours réaliste connaissant la façon dont M. Ouattara gère le dossier. Rien ne changera. La présidente du Conseil constitutionnel qui l'a nommé va aller dans le sens que Ouattara veut. À la limite, président, qui vous voulez que je retienne? Parce que ce que j'ai compris, vous n'êtes pas juriste à la base, parce que je suis devenu défenseur des droits de l'homme depuis 30 ans maintenant, donc je connais les ouvrages, mais je ne suis pas juriste à la base, je suis enseignant des lettres à mon université, pas sous le contrôle de mon jeune frère qui est là. Mais
Pour avoir étudié, parce que la question des droits de l'homme est une question de droit. Donc, tu ne peux pas étudier les droits de l'homme sans que tu ne fasses un peu le droit. Donc, il était obligé pour écrire quand même 6 livres dans le domaine. J'ai dû quand même me documenter. Est-ce que je sais en droit, quelquefois ce que tu veux là, il faut dire, on va trouver des articles pour te justifier. Non, je veux reprendre pour que vous puissiez bien comprendre. Deux personnes sont en conflit. L'une est victime, l'autre est l'agresseur, est le bourreau. Les deux là, chacun a son avocat. C'est le même droit là que chacun va utiliser. Et puis on va essayer de contourner la loi pour que un soit victorieux. La dame dans le dossier de DSK, la dame, Fatou Diallo. Soit c'est ton avocat qui gagne, soit c'est le DSK qui est très fort et qui est innocenté. Quand il est reparti même de New York, arrivé à Paris, plein de plaintes contre lui. Ses avocats sont forts. Il a été blanchi. C'est le même droit qu'il a. Donc, c'est quoi? Il y a un éminent juriste. Vous le connaissez, c'est un peu mon grand frère. Quand la crise de 2010 a éclaté, j'ai parlé un peu avec le professeur Yao Fondré, pour ne pas le nommer. Et puis, il m'a sorti une très belle formule s'agissant du droit. Je lui dis, mais grand frère, comment ça s'est passé l'élection? Parce que je ne vais pas arriver là-dessus, en 2010 c'est fini, c'est derrière nous, on est en train de gérer 2025. Donc ça, c'est dans les livres, on ne peut pas arriver là-dessus, c'est pas la peine. Mais il m'a dit, petit frère, on étudie le droit pour mieux contourner la loi. Ça, c'est joli, ça. Il a dit, il faut être un spécialiste du droit pour connaître tous les rouages. C'est comme le voleur. Il étudie tout pour savoir bien voler. Il étudie la loi, il étudie le système pour pouvoir bien. Donc, les grands voleurs, là, ils étudient. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on a un problème même avec la politique. Parce que finalement, les grands politiciens sont les grands blancs. Et donc, on se dit, est-ce que l'homme qui a foi pour en Dieu peut aller en politique? C'est la question. Le droit, tel que je suis en train de voir la présidente du Conseil constitutionnel aller, elle va utiliser tous les artifices. Mais c'est très facile pour elle de valider M. Ouattara. Souvenez-vous, en 2010, M. Ouattara a été validé par Laurent Gbagbo à la suite d'une ordonnance. Dans l'ordonnance, Laurent Gbagbo dit: je permets à M. Ouattara d'être candidat pour l'élection de 2010 et l'élection de 2010 seul. Quand à l'élection, ça se passe comme ça s'est passé, que Laurent Gbagbo part, en 2015, il veut candidater à nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheur pour lui, le président du Conseil constitutionnel est l'un des meilleurs juristes que notre pays ait connu, le professeur Vautier. Le professeur Vautier, connaissant la loi, connaissant l'article 35 de la Constitution, sachant très bien que M. Ouattara ne peut jamais être éligible. Et c'est tellement quand le président a manifesté le besoin de se représenter, puisque la Constitution dit qu'il a été président, tu as droit à un autre mandat. Mais lui, il n'a pas le droit parce que la Constitution le bloque. N'oubliez pas qu'on avait dit nationalité douteuse. Donc, ça veut dire que de façon péremptoire, de façon indéfinie, éternelle, tu n'es pas éligible en Côte d'Ivoire. Voilà. Le juriste, le grand homme, pour ne pas avoir des problèmes, il a démissionné. Et celui qu'on a envoyé, qui l'a remplacé, M. Kone Mamadou, ancien membre de la rébellion au passage, parce que maintenant, il faut qu'on dévoile tout. Il est venu, il a dit, bon, moi, je ne vais pas chercher par là. Je ne rentre pas dans le fond. Je ne rentre pas dans le fond. Comme on t'a permis d'être candidat et puis tu as gagné, donc de façon dérivée, de façon translative, je te permets d'être candidat en 2015. C'est comme ça que je suis candidat en 2015. Un candidat dérivé. Ça veut dire que par dérivation, comme il a été président, je permets qu'il, par translation, qu'il continue à être candidat. Mais je ne rentre pas au fond. Parce que s'il rentre au fond, l'article 35 va toujours le bloquer. Donc le monsieur devient candidat par dérivation. En 2020, bon, son candidat décède. Et puis en 2025, nous le voyons. Donc, que va faire le Conseil constitutionnel aujourd'hui? Le Conseil constitutionnel va venir nous dire: nous sommes dans une troisième république. Et selon la Constitution, dans une république, le président a droit à 2 mandats.
Ça, c'est ce qui fait notre débat jusqu'à aujourd'hui. Nous, on considère qu'on n'est pas dans une troisième république. Et puis, à la vérité, si mais vous avez écouté, je ne vais pas refaire l'histoire. Vous avez écouté si c'est Bakongo, il a été mon ministre de l'enseignement supérieur. Il est quand même juriste, même si ce n'est pas un grand calé, parmi les grands juristes de notre pays, mais il est quand même juriste. Et il a fait partie du comité qui a rédigé la constitution pour le compte de M. Ouattara. Donc, on peut considérer quand même que la vérité, lui et Ouraga au bout, la vérité peut sortir de leur bouche eux-mêmes. Pour pas de campagne, ils ont précisé un article qui bloquait M. Ouattara qui ne pouvait pas y faire un autre mandat. Donc, c'était dit. On a menti aux Ivoiriens. Donc, aujourd'hui, chers frères de sciences, soyons réalistes, la présidente du Conseil constitutionnel, elle va dire, comme il a fait, on est dans la Troisième République, il a fait un mandat, on lui permet de candidater pour un autre mandat. Et ça, le fait de le dire, ça va faire problème. Parce que n'oubliez pas que le président Gbagbo a été direct le quatrième mandat là. Nous n'en voulons pas. Donc, en fait, la décision du Conseil constitutionnel a été un enjeu, mais capital. Ce n'est pas seulement le fait qu'on a enlevé Tidiane, ou on va enlever Tidiane ou Gbagbo qui va faire le problème. Le problème, c'est le quatrième mandat en lui-même. Et c'est pour ça que je dis, vraiment, il faut voir un peu loin. Même si M. Ouattara devrait faire ce quatrième mandat, il va souffrir depuis à compter d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'il finisse 5 ans. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en Côte d'Ivoire. Parce que ça dit que les gens subissent pendant 15 ans la façon dont ils gouvernent la Côte d'Ivoire, en priorisant les étrangers même par rapport aux nationaux, en permettant à 5% d'étrangers de jouir de 95% de toutes les richesses du pays. On se dit en 5 ans, mais nous sommes morts. C'est tout, effectivement. C'est pour cela que j'estime que ça va être très, 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 très difficile. Or, peut-être que je la vois parce que j'ai vu, vous savez, en tant que défenseur de droits de l'homme, on est un peu observateur. Quand je vois un peu la façon dont la présidente du Conseil constitutionnel, et pourtant, j'ai le droit, j'ai l'obligation de la respecter en tant que président d'une haute institution, elle-même haute magistrate. Mais quand on vous voit avec Mme Kandia Camara dans certaines postures, c'est-à-dire qu'en Europe, en Occident, même si le monsieur est de votre parti politique, dès l'instant où il est nommé à ce poste-là et qu'il a prêté serment, il fait attention aux familiarités. Il y a des cérémonies, il ne va plus avec vous. Parce qu'il ne faut pas donner une once de doute à la population. Oui, chez nous, on s'en fout. On voit le président de la CEI, il va à des soirées, à des cérémonies, on le voit partout. Mais comment vous voulez qu'on continue de vous faire confiance? Regardez la dernière bévue encore. M. Ouattara vient déposer son dossier, il va faire sa déclaration. On va derrière avant le président de la CEI. Mais vous n'avez pas fait ça pour tous les autres candidats. C'est tous ces éléments-là que le peuple voit. Et le peuple a le droit de douter de votre sincérité, de votre objectivité. Donc, premier élément, le Conseil constitutionnel, tranquillement, d'ailleurs, elle doit son poste à qui? Quand moi j'ai vu des ministres en train de jubiler lorsqu'un président qui va faire un quatrième mandat, je dis, oh mon Dieu, on est dessus. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent que pour des postes. Chers amis, nous tous qui sommes là, on aimerait bien bénéficier des postes. Mais notre pays vaut mieux que des postes. Notre pays vaut mieux que des postes. Et donc, premièrement, elle va proclamer M. Ouattara. La deuxième chose qu'elle va faire, toujours dans ma première hypothèse, c'est qu'elle va bloquer M. Gbagbo et M. Blé, M. Tidiane Thiam. Facilement. Mais tout ça parce que c'est la volonté de M. Ouattara. Il vous a dit que quand l'homme politique décide, vous ne faites qu'appliquer. Trouvez des articles pour justifier. Ça, c'est votre problème. Et à la limite de la soixantaine de candidats qu'il y a là, M. Ouattara peut dire, bon, gardez-moi un tel ou un tel, exactement comme il avait fait pour mon ami et frère. En tout cas, s'il voit cette vidéo, je suis désolé de le citer, Kagame. Parce qu'il ne sait pas par quelle magie Kagame a eu même les 1% de taux de population de Paris. Mais eux, ils décident, on dit, on va te donner des éléments. Allez, et puis on valide. Quand Ouattara veut, le droit se couche. Quand Ouattara veut, l'armée se met en prêt. Si Ouattara dit aujourd'hui, allez ici, d'arrêter ça, ici, là, heureusement, je suis aux États-Unis. Mais quand il avait décidé d'arrêter, parce que je vous assure que les choses sont allées de façon accélérée me concernant. Alors que j'étais toujours avec eux. De temps en temps, passant sur le plateau, tu parles un peu, mais tu ne parles pas fort. C'est-à-dire, tout ce que tu veux dire, là, tu ne dis pas beaucoup. Parce que après, tu ne sais pas qui t'attend dehors. C'est dans ça qu'on a vécu pendant 5 ans. C'est dans ça qu'on a vécu. Et donc,
Je pense que concernant M. Gbagbo et M. Tchitchak, la présidence du Conseil constitutionnel, suivant les instructions de M. Ouattara, vont trouver les arguments qu'il faut pour pouvoir les écarter. Et en analysant au fond les deux situations, pour le président Gbagbo, ça va être facile parce que c'est pratiquement un complot. Dans un complot, on a fini avec le complot de la CPI. Comme ils voyaient que le monsieur allait être acquitté rapidement, ils ont fabriqué un procès à Abidjan qui ne respectait aucune règle. D'ailleurs, on me dit que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dégoûté M. Gbagbo. M. Gbagbo avait dit que ses droits avaient été lésés et qu'il n'était pas au pays lorsqu'il a été jugé et que ses droits n'ont pas été respectés, etc. La Cour africaine. Mais comment les gens peuvent être aussi ambivalents? La Cour africaine avait donné une mesure conservatoire en septembre 2020, en disant exactement comme la Cour, le comité des droits de l'homme vient de faire aujourd'hui, je vais y revenir. La Cour africaine dit l'élection se précipitant, ayant eu Trédo, je décide, je vous demande de remettre M. Gbagbo et M. Soro sur la liste électorale. En attendant d'aller plus loin dans le fond. Mais pourquoi la Cour africaine a fait ça? Parce que dans le monde, on a des droits acquis pour lesquels le monde entier s'est mobilisé. On n'est pas, comment dire, flexible sur ces droits-là. Ce sont les droits civils et politiques. Parce que j'enseigne cette discipline-là à l'université, je vous précise qu'il y a 3 catégories de droits de l'homme, mais on peut les limiter au minimum à 2. La première génération des droits de l'homme pour lesquels le monde entier s'est mobilisé, ce sont les droits civils et politiques. Le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit d'exister, donc la liberté de parler, la liberté de penser, la liberté de choisir ma religion, etc. Ce sont une catégorie de droits de l'homme sur lesquels le monde entier est intransigeant. C'est pour ça qu'un juge ne peut pas se lever et dire, docteur Boga, je vous condamne à 10 ans de prison. Et il peut me condamner à 10 ans en prison, même aux États-Unis, c'est en prison on vote. Parce qu'il y a des prisonniers dont les droits civils et politiques n'ont pas été supprimés. Mais quand le juge estime que tu as commis un crime grave, tu ne mérites même pas de voter, il précise sur la décision, tu es condamné à 10 ans et tu es privé de tes droits civils et politiques. Dans le cas de Gbagbo, ce n'a pas été le cas. Donc, on comprend que c'était un procès monté de toutes pièces. Mais la gravité de la situation, c'est quoi? On dit qu'il a cassé la BCEAO. Moi, je suis fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Même si M. Ouattara dit qu'il a gelé mes comptes, il n'a pas honte sur lui, je suis un pauvre enseignant. Quand il n'y avait pas même dans mon compte. Non, je savais ce qu'il y avait dans le compte. Le compte était plaisir. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Le compte, on va se dire dans le compte. Non, donc, je disais que la privation des droits civils et politiques du président de Gbagbo, c'est une injustice. Non seulement dans la forme, mais je peux ajouter un autre argument. L'argument est vrai. Un ancien président de la République, on ne le juge pas par n'importe quel juridiction. Il n'a pas été respecté, c'est tellement grossier. Mais le plus grave dans tout ça, c'est quoi? On dit qu'il a cassé la BCAO, il a pris l'argent. En fait, il en a mal parce qu'on voulait le faire passer pour un voleur. Or, le président Gbagbo, que nous tous on connaît, on va enseigner à nos enfants, qu'on laisse dans les livres, il est tout sauf un voleur. D'ailleurs, il a dit, il dit, si on dit que Gbagbo a volé, mais si on faut dire que Gbagbo, donc, on connaît, donc. Mais volé, non. Et ça, vraiment, c'est connu de tous les citoyens. On ne peut pas venir dire que Gbagbo a volé. La PCAO elle-même là, elle dit non, moi je n'ai rien perdu. Elle dit, moi-même je n'ai rien perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le président Gbagbo, à partir de décembre, l'élection finit le 3, il prête seulement le 4. Et puis, Ouattara réclame la présidence. Mais en tant que l'effectivité du pouvoir est entre les mains du président Gbagbo, les fonctionnaires continuent de travailler. Et pour ça, il faut les payer. Or, la communauté internationale, pour l'asphyxier, a fermé toutes les banques, notamment les banques françaises et étrangères. Il y a un embargo sur les médicaments. Et donc, le président Gbagbo fonctionnait avec l'argent du FIS. On a même créé, pour nous les fonctionnaires, je me rappelle très bien que de la SGBCI, on nous a envoyé dans une banque qui s'appelle Versus Bank. C'est là-bas qu'on nous a délocalisés. Et donc, qu'est-ce que le président fait? Heureusement pour lui, le gouverneur de la BCAO s'appelle un certain Tapli, qui est proche un peu de lui. Dès que la fraternité, il appelle le gouverneur. Et comme le gouverneur
voit quand même que la constitution du pays reconnaît M. Laurent Gbagbo dans la légalité. La légalité, Gbagbo est tout à fait légale. Hein. C'est-à-dire que dans un de mes livres, j'explique que s'il y a quelqu'un qu'on doit mettre en prison, je suis vraiment désolé. C'est le président du Conseil constitutionnel. Parce que Gbagbo n'est que bénéficiaire d'une décision du Conseil constitutionnel le proclamant vainqueur. Ce n'est pas lui qui est le Conseil constitutionnel. Même si le président du Conseil était un de ses anciens amis, mais lui, il n'a rien fait. Il n'a pas bénéficié d'une décision. Donc, s'il y avait quelqu'un qu'on devait venir chercher, ce n'est pas le président Gbagbo. Soit activé. Le gouverneur permet au président de venir prendre l'argent parce que ce que la communauté internationale voulait faire, comme Gbagbo est très populaire, et puis il est soutenu par les jeunes patriotes. Et donc, d'une Côte d'Ivoire patriote, il faut renverser la situation pour que la population se soulève contre ce qu'eux, ils appelaient sur le dictateur. Donc, on veut nous couper les ponts. Le monsieur est parti à la BCAO. Et à la BCAO, là, c'est nous qui avons plus d'argent que tous les autres pays de la sous-région. Donc, il a pris une partie de notre argent et il est venu, il a payé les fonctionnaires que nous étions. Vous voyez, ça me fait mal parce que si moi j'avais reçu 2 salaires, peut-être qu'on peut dire dans ce cas-là qu'on veut arrêter M. Gbagbo. Mais je n'ai pas reçu 2 salaires. On n'a pas reçu 2 salaires. On n'a reçu qu'un seul salaire, le salaire que le président de Gbagbo nous a reçu. Donc, le motif pour lequel on le juge et qu'on le condamne est un motif incidé et totalement injuste. Voilà. Très bien. Donc, je terminais sur le cas Gbagbo pour dire que la dame, présidente du Conseil constitutionnel, par solidarité de la corporation, par solidarité d'une décision de justice, même si elle est unique, qui l'a condamné à 20 ans, elle va suivre en disant que ce Gbagbo est condamné à 20 ans, donc il ne peut pas être sur la liste électorale, donc il sera éliminé. Le cas le plus difficile, c'est le cas de M. Tidiane Thiam. Non pas que le cas de Laurent Gbagbo, non seulement je le condamne, je ne suis pas d'accord avec, je vous l'ai démontré, c'est un faux procès, injuste. Donc, pour le cas, on a tout vicié, on a tout violé comme principe. Et le président Gbagbo subit cela. Et c'est pour ça que dans une émission, je disais, je comprends sa colère. Parce que je préfère être éliminé à la loyale. Mais là, je suis éliminé injustement. Et je suis très content de cela. Mais le cas le plus flagrant, le plus grossier, qui ne passera pas dans la communauté internationale, et qui ne passe même pas dans la communauté internationale, c'est le cas de M. Tidiane. Oh, je ne reviendrai pas sur le cas de M. Guillaume Soro. Parce que c'est ça avec les hommes politiques. Tant que Guillaume Soro se sacrifiait pour que Ouattara arrive au pouvoir, mais il était bon. J'ai fait même un journal où on dit le Messie. Ou bien je me trompe? Un journal où Guillaume Soro est le Messie. Et une fois, ils m'ont invité au plateau, comment ils appellent, la maison du cacao au café au plateau, là, en plein cœur du plateau dans un orchestre. Une conférence là-bas. Et dans ma conférence, ils faisaient des diapositives. Et puis j'ai sorti la photo à l'hôtel du Golfe où Guillaume Soro parle avec M. Ouattara, les met en poche. Vous voyez pas cette image là, vous n'avez pas vu des photos. Et puis derrière, il y a les Congo, les Tantia, tous les petits qui étaient derrière. Et l'enfant là était devant avec la main en poche. Guillaume Soro était là sous peu. Simplement parce que ce garçon a dit, je ne rentre pas dans le RATP, je vais être moi-même. Là, au moment où on est arrêté ici, je suis debout ici. Guillaume Soro est condamné à perpétuité. C'est pour ça que souvent, je disais, comme je l'ai dit à l'entame, c'est que si on fait de la politique et qu'il n'y a pas une dose d'humanisme et une dose de spiritualité, je crois que le divin que je connais là, qui est justice et vérité, il ne peut pas ouvrir la victoire éternellement. C'est pour ça que je suis persuadé que M. Ouattara vient à sa chute. Peut-être que Dieu a permis toutes ces choses-là aussi pour que nous aimions un peu plus notre pays qu'auparavant. Mais je ne crois pas que Dieu puisse être sourd et aveugle dans nos cris de justice et de vérité. Il y en a qui disent, oh, Ouattara montre comment on gouverne. Ce n'est pas comme cela qu'on gouverne. En fait, être élu par un peuple, marcher sur le peuple, le faire arrêter quand on veut, faire ce qu'on veut. Je ne pense pas que ce soit juste. Le cas de Tidiane Thiam sera trop compliqué pour lui. Parce que regardez ce qui est arrivé à ce monsieur. Aujourd'hui, où on parle, il a renoncé à la nationalité française. Je ne rentre même pas dans ce débat-là, encore que le débat est faux. Mais je ne rentre pas dedans. Le monsieur a renoncé à la nationalité française. Il est exclusivement ivoirien. Pour avoir son certificat de nationalité, combien de temps n'avons-nous pas mis? Un peu comme Blindé qui a mis 2 à 3 ans pour avoir ce passeport.
J'ai été à La Haye combien de fois, d'Abidjan, pour aller discuter de son cas. Tidiane Thiam remplit toutes les conditions. Maintenant, tenue sur cette nationalité, c'est à la veille du dépôt des candidatures là, que la même juge a bien accepté comme si on demandait des droits. Dans un pays qui est l'autre, on demande des droits. Pourquoi vous poussez rentrer dans votre pays, demandez l'autorisation à M. Ouattara. Pour faire ci, pour faire ça, demandez la permission. Alors, le cas Tidiane, ça va être très compliqué parce que non seulement ils ont son certificat de nationalité, mais aujourd'hui, là, si on refait la révision de la liste électorale, il est sur la liste électorale, immédiatement. Parce que la liste électorale, on l'a fait chaque année, on la révise chaque année. En 2025, ça n'a pas encore été fait. Donc, en privant M. Tidiane d'être sur la liste électorale, à la vérité, on viole ses droits, on piétine ses droits, c'est la raison du plus fort. Et les Ivoiriens, nous tous, on est nombreux, on a été victimes de cette situation parce que la révision de la liste électorale, c'est un droit pour nous tous. Chers frères et sœurs, je l'avais dit tantôt, c'est vrai que quand on rentre dans les explications, il y a beaucoup à dire, mais je rappelle que je ne suis pas le seul intervenant et que peut-être que si les frères sont intervenus, qu'après il y a des questions, je pourrais revenir là-dessus parce qu'il faut que je leur donne aussi leur droit d'intervenir. Mais vous me permettrez d'aborder la deuxième hypothèse, un pareil beaucoup plus important. La deuxième hypothèse, c'est quoi? M. Ouattara aurait pu sauver cette situation. Je dis pour plus trop. Mais comment on peut sauver la situation? Est-ce qu'un juge ivoirien peut être capable de dire que M. Ouattara n'est pas éligible? Non. Je l'ai demandé tantôt, ce n'est même pas possible. Le seul qui pourrait le faire, c'était M. Vautier. Il n'est plus de ce monde. Mais est-ce que ce juge-là est capable de dire, en vertu de la lettre du comité des droits de l'homme qui a été saisi par M. Tidiane, qui a été saisi par M. Pavo, m'appuyant sur la réponse qui leur a été envoyée, en vertu de l'article 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, moi, Conseil constitutionnel, j'autorise M. Gbagbo à compétir, j'autorise M. Tidiane à compétir. Ah, franchement, ça aurait changé la donne. Hein. De vous à moi, ça aurait changé la donne. Non, ça ne va pas changer la donne. Ça aurait changé la donne. Non. Non. Parce que le 4e mandat est toujours là. Mais exactement. C'est-à-dire qu'il est vigilant. Président. La donne ne change pas. Merci. Merci. Alors, j'aime bien ça. Et tout à l'heure, comme il aura sans doute la parole, il va le développer et puis on pourra échanger un peu là-dessus. La seule chose que je voudrais dire, c'est que si on était dans un tel cas de figure, pour moi, le visage de la lutte aurait un peu changé, devrait changer, mais considérablement changer. Parce que quand il dit que ça n'aurait rien changé, il n'a pas tort. Parce que même quand on remet leur nom, est-ce que la commission électorale a changé? Est-ce que la liste électorale a été révisée? Donc, on a passé par n'oubliez pas le chapelet de nos revendications, je les connais. Mais je veux dire que c'est encore plus grave. Si on ne retient même pas les candidatures, comparé à là où on retient les candidatures, ça aurait changé quelque chose. Parce que si les deux, M. Bako et M. Tidiane sont sur la liste électorale, les deux vont se concerter pour voir comment on oriente la lutte. D'ailleurs, en voiture, je faisais cette analyse-là. Vous savez, quand le Conseil constitutionnel va se prononcer là, à partir du nombre de candidats qui ont été retenus, parce que supposons qu'il y a une dizaine de candidats, y compris M. Ouattara, ça change la donne. Parce que dès l'instant où vous êtes un candidat retenu, votre parole compte beaucoup plus. En droit, on vous considère même comme une personnalité qui peut décider du processus. La preuve, s'il y a un candidat déclaré décède, la loi fait obligation de reporter l'élection. C'est écrit dans les textes. Donc, s'il y a 10 candidats et que 9 candidats signent une tribune pour dire, nous, candidats, au regard de ce qui se passe, nous souhaitons que l'élection soit reportée de 3 mois pour que nous puissions refuser la liste électorale. C'est possible. Je veux dire, ça a beaucoup plus de crédibilité parce qu'ils sont tous candidats aussi. Et ils seraient contre M. Ouattara qui seul pourrait ne pas accepter. Donc, je veux dire par là que si seulement on peut avoir leur nom sur la liste électorale,
ça aurait pu faire changer les choses. D'ailleurs, quand vous demandez à M. Ouattara de venir au dialogue, là, vous pensez que toutes nos revendications allaient forcément passer à 100%? Non. Parce que dans un dialogue, M. Ouattara aurait pu dire ça, là, je ne veux pas. Nous aussi, on aurait dit ça, là, on veut. Quand on va à des négociations, chacun donne un peu, chacun retient un peu, chacun accepte un peu. M. Ouattara ne veut pas de dialogue. Et parce qu'il ne veut pas de dialogue, nous le désignons responsable à 100% de tout ce qui pourrait advenir en Côte d'Ivoire. Donc, sur ma deuxième hypothèse, un juge constitutionnel qui soit capable de dire d'abord que M. Ouattara ne peut pas être candidat pour un quatrième mandat, ça c'est vraiment utopique. C'est seulement au Sénégal qu'on a pu voir ça ces jours-ci. Où Macky Sall voulait faire une tentative de troisième mandat et la Cour suprême sénégalaise lui a dit non. Ça va rentrer dans les annales de la démocratie en Afrique. Et chez nous, comme si on n'a pas de juges capables de faire ça. Deuxièmement, qui peut retenir la candidature de Gbagbo et de Thiam si M. Ouattara n'a pas donné l'ordre? Mes chers frères et sœurs, je suis venu vous dire ceci et je m'avais conflit un peu en attendant qu'on puisse relancer le débat plus tard. Nous aimons tout notre pays. Et on a accepté, un peu comme nos frères camerounais, de ne pas brûler notre pays. Là où d'autres sont allés prendre des armes contre un président de la République. Où ils ont acheté des armes données à nos fils, à nos frères, contre la patrie. Nous, on n'est pas capable de cela. Mais à la lueur où vont les choses, le discours que je tiens, mes frères d'Abidjan ne peuvent pas peut-être le tenir, mais on a la même pensée. Si M. Ouattara veut nous tuer, nous tous, pour notre pays, mais il va tuer beaucoup. Parce que les 5 ans, on ne peut pas être vivant, respirer l'air que Dieu nous donne, avoir les yeux ouverts et accepter de subir cet homme pour 5 ans. Et je le dis. Malgré tout, il avait accepté de partir. Il nous a réunis en congrès au mois de mars en 2020. Et devant le monde entier, M. Ouattara a dit, je ne veux plus faire un autre mandat, je suis fatigué. Il avait dit. Et on peut considérer que ça, c'est encore de la politique. Mais il a joué la parole. Il a désigné un candidat. Il s'appelait comme l'humanité nationale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait quand même la volonté de partir. Et ce jour-là, rappelez-vous bien, il y a des cadres du RADP qui ont pleuré. Vous les connaissez, je les connais. Je ne vais pas aller faire la publicité à les noms. Donc, le monsieur avait voulu partir. Et puis, il y a eu ce malheur. Ce malheur-là même là, en droit, on le combat parce qu'en droit, il n'est pas dit pas de force majeure. Mais si tu viens, quand ta femme meurt, c'est ta femme qui est morte. C'est vrai, on va pleurer avec toi, mais c'est pas pour ça qu'on va donner notre constitution. Et c'est là où on n'a pas été d'accord avec M. Macron. Parce que celui qui a facilité, comme ça, ça se. Souvent, quand on répond aux questions, généralement, nous, on les cumule. Parce que les choses se ressemblent. C'est Macron qui nous a mis dans cette affaire. Dans la communauté mondiale, c'est le seul qui a dit c'était un cas de force majeure. Mais en France, on ne ferait jamais ça. En France, tu ne peux pas dire que c'est un cas de force majeure, donc c'est tolérant. Je vous assure, rappelez-vous bien, quand Macron a parlé, nous tous on était désarmés. Les Ivoiriens ont faibli dans le combat. Et même le président Bédier, qui était dans ces derniers jours, qui était plus patriote qu'on ne l'a jamais connu, il était carrément désarmé. Parce que si M. Ouattara avait été esselé, isolé, comme c'est le cas aujourd'hui, le troisième mandat n'avait pas prospéré. En le disant, je suis en train de vous dire qu'au plan international, heureusement qu'il y a cet identitaire qui a isolé M. Ouattara dans son dernier retranchement. Vous ne voyez pas que le monsieur a changé à 360 degrés. Vous ne remarquez pas? Au début, c'était M. Ouattara porté par toute la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est M. Ouattara qui se dresse contre la communauté internationale. Il dit qu'il est devenu souverain. C'est pas M. Gbagbo qu'on accusait de nationaliste. C'est pas M. Gbagbo qui était souverainiste. Depuis que M. Ouattara est devenu souverainiste, il était inconstant. Il est inconstant. Il n'est pas logique. Alors donc, tu deviens souverainiste quand ça t'arrange. Tu penses que les souverainistes sont ceux qui refusent d'obéir aux lois? Le fait d'être souverainiste, ça veut dire que nous n'avancerons plus à l'ONU. Nous sommes des souverainistes. Ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est que pour le destin de nos nations, laissez-nous décider nous-mêmes.
c'est le souverainisme que tous les panafricanistes recherchent. Mais ce n'est pas de venir quitter dans la communauté internationale et puis de venir isoler. Non, ce n'est pas ce qu'on cherche. Sinon, ça va être du recul pour l'Afrique. Donc, M. Ouattara, frère, tu as raison. Ceux qui poussent M. Ouattara, comme je disais qu'il avait accepté de partir. Mais aujourd'hui, j'ai été sidéré. Il y en avait encore quelques-uns que je respectais au sein du RHDP, du parti au pouvoir. On est en public, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais nous aussi avons des amis, des frères, juste après nous sommes Ivoiriens. Mais que une personnalité dise, si tu ne le fais pas pour nous, fais-le pour Dieu. J'ai entendu ça, j'ai dit Seigneur, Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. Et il a fait donc, et ça, tout à l'heure, quand je faisais, je ne sais pas s'il était déjà arrivé dans mon propos, j'ai cité un de mes livres. J'ai écrit un livre, je l'ai cité ici, qui est paru aux éditions universitaires européennes, quand on était en exil là-bas, en Europe, à Berlin. Et le titre du livre, c'est Afrique, liberté, conditions pour une Afrique libre et émergente. Et dans ce livre-là, j'ai dit que s'il y a un dictateur, il n'est pas seul. Autour de lui, il y a des intellectuels qui ont été achetés, qui ne jugent que par ce dictateur. Donc, au fond, aujourd'hui, si toi et moi nous souffrons là, c'est pas maintenant seul. Peut-être même qu'on va être pris en otage par une jeune génération qui est incapable, qui n'a pas de compétences. Et qui juge que ce vieillard de 83 ans continue de nous faire souffrir. Parce que de toi à moi, si nous avions dans le cas Ouattara, un homme comme Patrick Hachi, un homme comme, je ne sais pas qui est cité en dehors de lui, il n'y en a pas d'autres, parce que les autres là, comprends un peu, là, ils vont intéresser, parce que nous aussi, on va être dirigés par des gens qui sont un peu bien. Et non, par des, comme franchement. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que s'il y avait, enlevé M. Ouattara, mettez n'importe quel cadre, toi et moi, on peut être à l'aise pour parler avec la personne. Parce que nous sommes de la même génération. Tu comprends un peu? Mais Ouattara est vieux. Il est vieux, et puis au nom de la culture, du respect de l'aîné, souvent on vote des gars avant de parler. Parce qu'on se dit, c'est un vieillard, on ne peut pas trop lui. Donc on est un peu gêné. C'est comme ça les Américains ici, en parlant de Donald Trump. En Afrique, tu ne peux pas le voir. Les gars sont bien là, tous les jours sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les gens lui disent. Parce qu'on a une culture en Afrique qui fait qu'on a un certain respect pour les aînés. Et ça nous gêne un peu. Mais ce que je me dis, ce sont tous ces incompétents-là. Il faut que le monsieur est encore là. Donc, à la vérité, quand nous partons contre Ouattara, nous partons contre des jeunes incompétents, des jeunes perdus, des gens qui sont devenus ministres par accident. Honnêtement, ce n'est pas de la fanfaronnade, mais avec le régime Ouattara, on a vu l'arrivée de personnalités au pouvoir auxquelles on n'aurait jamais pensé. Jamais. Moi, je n'aimerais pas le citer. Non, mais franchement, non, mais honnêtement, regardez Autant Doufoué. Alors, faites un peu de comparaison pour nous qui sommes un peu, si on a des jeunes frères ici. Autant Doufoué, Boigny, quand tu deviens ministre, c'est que dans ton domaine, là, tu es le patron. C'est-à-dire que tu as fini de gravir les échelons. Et quand tu es ministre, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler devant toi. C'était ça avec Doufoué. Avec la rébellion, on a vu des balayeurs, des mécaniciens devenus ministres. Donc, je suis d'accord avec toi, frère. C'est pour ça qu'après, ça va être compliqué. Mais il y a des gens qui savent que si. Et c'est pour ça que quand on va dire qu'il va faire le quatrième mandat, ils ont jubilé. Vous ne trouverez jamais dans la poche de Bago quelqu'un qui va danser parce que Bago il veut être candidat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dignité. Vous imaginez que Dano Dédé, en train de dire, vous pouvez faire la dignité. Parce que ce monsieur, il a d'abord été ministre, mais en plus de cela, dans son domaine, c'est quand même un professeur d'université. Vous-même, vous ne pouvez pas danser. Non! Il y a que les bouillons. Donc, je suis d'accord avec toi. La deuxième préoccupation, c'est la France. Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi. C'est la France. On a vu avec ce que Macron a fait, je vais de le démontrer encore dans le troisième mandat. Parce qu'au fond, Macron a mal agi. Très bien. Mais je vais être honnête avec toi aussi, frère.
dans ce même livre, j'explique que c'est la France. Mais nous avons notre part de responsabilité. Autour de Ouattara, il n'y a pas de Français. Autour de Ouattara, c'est-à-dire que comment M. Ouattara ne peut pas trouver dans son entourage quelqu'un qui puisse lui dire, Monsieur le Président, vous nous avez envoyé au Parlement pour dire aux Ivoiriens que le changement de constitution ne vous permet pas de vous décandidater. Ils vont le violer, ils vont le violer. Mais quand on va le violer là, c'est la France. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que oui, il existe la France. Mais si on veut rentrer dans ce schéma, la France va toujours exister. Comment les pays de l'AES ont fait? Il s'est trouvé des Maliens, il s'est trouvé des fils dignes du Burkina Faso, il s'est trouvé des fils dignes du Niger qui ont pris leur responsabilité pour faire partie de la France. Donc je suis d'accord que c'est la France, mais c'est nous qui regardons au livre, on va libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la France qui nous envoie. C'est nous qui prenons nos responsabilités. Ce que tu me dis par là, c'est que la France existera, elle se battra toujours pour ses intérêts. D'ailleurs, pourquoi voulez-vous que la France lâche Ouattara? Parce qu'elle a perdu le Mali, elle a perdu le Burkina, elle a perdu le Niger. C'est Ouattara seul qui tient le franc CFA. Donc, à la limite, elle ne va pas faire la démocratie. Hein. Je vous rappelle le cas de Blaise Compaoré. Mais François Hollande, il s'est trouvé en mission au Québec. Quand Blaise Compaoré est tombé, il a fait un communiqué pour dire je lui avais dit depuis de partir, il n'a pas voulu m'écouter. Donc, c'est là qu'ils ont envoyé l'hélicoptère pour le prendre. Mais si M. Blaise Compaoré n'était pas tombé, ce communiqué, on ne l'aurait jamais vu. Donc, en fait, la France joue le double jeu. On dit que Ouattara est allé prendre les votes, ce que le président Gbagbo a dit, et je suis d'accord avec lui. Mais vous savez ce que la France fait? Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez faire un passage en force? Non, si vous faites que ça marche. En fait, je me dis, c'est la France, mais ce n'est pas la France. Si tu as réussi, je ne dis rien. Mes frères, en disant ce discours-là, je ne me désolidarise pas de toi. Je voudrais que la responsabilité nous incombe. Je voudrais qu'on se lève pour libérer notre pays. Parce que la France ne le fera jamais. La France, au nom de ses intérêts, ne va pas faciliter. C'est à nous de prendre notre destin en main. C'est ce que je veux dire. Vas-y, vas-y. Le problème, c'est pas la personne, pas ivoirienne. Oui. C'est le problème. C'est ça. Parce que, voilà, nous sommes aux États-Unis ici. Si. Pourquoi les gens ne veulent pas ici que quelqu'un n'est pas des solutions ivoiriennes? Parce qu'il n'a pas les mêmes aspirations. Ouattara, il n'a rien à faire. C'est Il n'a ça. vraiment rien à foutre avec la Côte d'Ivoire. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est prêt à prendre son propre pays comme le Burkina. Donc, ça dit, c'est ce genre de choses-là. En fait, Ouattara, il est là. Mais Ouattara, ce n'est pas lui qui est. Parce que Ouattara, lui, il est d'abord guidé. Il y a son femme de là qui est derrière. C'est ça. Donc, quand on voit la main à la main, c'est nous les Ouvriers qui sommes publics. Parce qu'il n'y a pas son Côte d'Ivoire. On n'a pas ce dans la Côte d'Ivoire. Très bien. Donc, je pense qu'avec le frère, nous nous sommes compris. À la vérité, cher frère, la vraie Côte d'Ivoire, nous allons la bâtir après Ouattara. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons changer les rapports avec la France. Regardez ce qu'il fait. On n'est pas des politiques pour soutenir les pays de l'AES. Mais la seule chose qui nous donne de la fierté, c'est qu'ils ont réussi à prendre leur destin en main. Ils battront leur monnaie, ils prendront leur liberté de choisir leur partenaire. Avec la France, tu ne peux pas vendre ton cacao à qui tu veux. Donc, de temps en temps, M. Ouattara se révèle un peu. Là, il allait lever des fonds en Chine, etc. Donc, en fait, il joue un double jeu. Quand ça l'arrange, il est francophile, il sait que la France ne mettra jamais son armée contre lui. Parce qu'ils savent que si Ouattara saute, le franc CFA est élu. Donc, Ouattara est pion. Mais les Ivoiriens, c'est nous qui devons changer la donne. Yes. C'est nous qui devons changer la donne. Et c'est nous qui devons prendre notre destin. Donc, je préfère moi-même me lever plutôt que de compter sur quelqu'un pour venir enlever Ouattara. C'est ça que je voulais dire. La dernière chose, le frère a posé une question beaucoup plus technique et pratique. Il dit, bon, docteur Boga, voilà, merci beaucoup les sœurs. Merci, on a bientôt fini. On va vous trouver la cuisine là-bas. Merci. Ah, d'accord, les tricots aussi, d'accord, tout à l'heure. Qui a ses feux allumés? Oui, qui a là? Notre voiture, non. Où est le frère Yacine? Ah, d'accord, heureusement, on a fini de répondre à la question. Je ne peux pas que ta batterie meure. Sinon, après, on va pousser. Le frère dit,
il est pragmatique, il dit la vie sur les réseaux sociaux. Quand le docteur Boga a parlé, là, quelqu'un dit, bon, si le Conseil constitutionnel retient un des deux, c'est-à-dire dans l'opposition, Paco, tiens, le Conseil a retenu un. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va analyser ce dernier cas. Et puis, on va peut-être, on va poser une question aussi. Donc, la dernière question sera quoi? Bon. Non, vas-y. Par rapport à ta question, si on choisit le président Gbagbo ou le président Tiam, il y a toujours l'histoire du quatrième mandat qui est là. Et en plus de cela, ils tiennent la CEI. Donc, de quelle élection nous parlons? Pas élection. Le fait de déposer les candidatures, c'est que tu dois comprendre, ce sont des conformités par rapport à la communauté internationale. Et la communauté internationale ne dit pas que l'opposition refuse d'aller aux élections. Donc nous montrons à la communauté internationale que l'opposition peut aller aux élections, mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles. La liste électorale, jusqu'à présent, la même communauté internationale l'a fait au Sénégal, l'a fait au Mali. L'audit. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire on refuse l'audit? Pourquoi en Côte d'Ivoire on nous dit que le système qu'ils ont mis là égale à l'audit? Mais s'il y a ici des comptables là, ils peuvent nous dire, dans chaque structure, il y a un comptable. Mais quand même, on vient faire l'audit, non? Mais pourquoi on vient faire l'audit? Ça vous dit que le comptable n'a pas bien travaillé? Si le comptable, on vient vérifier. Pourquoi il refuse? Donc, que ce soit le président Gbagbo ou le président Tiam, on ne va pas aller dans les jeux là. Okay. On ne va même pas aller. Ça veut dire, il retient le président Gbagbo ou il retient le président Tiam, mais Ouattara n'est plus sur la liste. À ce moment, nous, on s'est débrouillé pour aller à nos élections. Voilà. Alors, vous allez voir que la question est intéressante. Et je voudrais. Non, mais elle est très intéressante et je voudrais l'analyser à fond. Je crois que dans mon propos liminaire, j'ai survolé un peu la question et ici, maintenant, il me ramène à un cas pratique. Je voudrais nous rappeler à nous tous dans cette salle. Nous avions demandé depuis 2 ans, je voulais le dire aussi, parce que nous, on n'est pas souvent sur des plateaux de télé, on voit des ingénieries, excusez-moi, mais moi, c'est révoltant. Il y en a qui disent, oh, vous ne voulez pas aller aux élections. Comment maintenant vous demandez un dialogue? On a fait 2 ans pour supplier un monsieur, pour discuter avec lui. Pourquoi ça? Non, on n'a pas dialogué. J'ai participé au dialogue, au dernier dialogue politique. Il y a tout à l'heure même, il y a un frère qui m'a appelé et dit, docteur, est-ce que tu allais? Non, je suis venu exilé. Donc, je souhaitais être rôlé. Où j'ai le document ici. Mais dans le dialogue politique, tout ce qu'on a demandé au pouvoir Ouattara, bien a été fait. Les seules choses, il y avait le passeport de Blé, parce qu'à l'époque, Blé n'était pas. Je rappelle que le dernier dialogue politique, il a eu lieu de décembre 2021 à mars 2022. Voilà tout ce qui était la période. Et tout ce qu'on a demandé, même le dossier de Guillaume Soro était dans le dernier dialogue politique. Où est Guillaume Soro? Est-ce que Ouattara sait où il est? Non. Est-ce que Ouattara connaît même la zone où il se trouve? Non. Tout ça, c'était dans le dialogue politique. Quand on dit dialogue politique, l'objectif du dialogue politique, c'était d'apaiser toutes les tensions avant d'aller à l'élection. La question de la CEI était dedans. Donc, le dialogue politique n'a pas été appliqué. En tout état de cause, nous sommes des humains. Même si on a une constitution et que nous sommes paralysés et que nous courons à la perte devant la constitution qui est là, qui ne parle pas. Et les gens qui vont mourir, la sagesse divine voudrait que, par parallélisme des formes, comme c'est nous-mêmes qui avons voté la constitution, nous-mêmes là, on se retrouve en grands garçons intelligents et qu'on trouve des solutions. C'est ce que Gbagbo a fait en 2010. Il dit non, mais Gbagbo, on lui avait collé une rébellion, il n'y avait pas le choix. Ah donc vous voulez aussi une rébellion? On va vous la coller.
Non, on ne leur donnerait pas les deux, mais on va leur donner ce qui fait très mal. Beaucoup plus que la rébellion. C'est ça qu'on va leur donner. Est-ce que c'est préparé la rébellion contre lui? Est-ce que c'est l'hélico qui allait le soulever pour le déposer à Yamoussoukro? Et M. Ouattara va faire ça? Oh, peut-être qu'il n'est pas historien. Mais le cas de Mme Arthur Banga. Au passage, c'est mon jeune frère. Je le salue. Je le respecte beaucoup et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Sauf les. Ouais. Donc, oui, sauf les parties où on ne suit pas. Moi, depuis que je suis là, j'ai deux ne suffit. Je le mets devant les faits. Pour sauver ma nation, je le mets devant les faits. Alors, si les deux sont entre les deux, c'est là où je tenais à vous dire, quand on dit on a demandé le dialogue politique depuis 2 ans, mais qui vous dit que tout ce qu'on a fait avec l'opposition, parce que n'oubliez pas, le jour où on a arrêté M. Kando, là, j'étais là, au PDCI, je fais partie de ceux qui ont signé. Et c'est après cette signature-là que M. Ouattara a voté une loi pour que la société civile ne travaille plus à l'élection politique. Et que cela devienne un crime. Et que je sois traité de terroriste. Oui, je comprends. Quand on demande un dialogue, ça ne veut pas dire que tout ce que vous réclamez, vous allez l'obtenir. D'ailleurs même, c'est parce que M. Ouattara, excusez-moi, il est mon père, mais on va prendre le mot manque de sagesse. Parce que moi, à sa place, j'aurais accepté le dialogue. Et puis vous venez au dialogue, et puis je durcis le ton. Et puis, parce que le monde entier a vu que j'ai accepté quand même le dialogue. Donc on a dialogué. Vos points, vous n'avez pas tout obtenu. Mais moi aussi, je n'ai pas tout obtenu. C'est ce qu'on appelle un dialogue. On négocie. En refusant le dialogue, il nous donne maintenant le droit de dire tout ce qu'on veut. Et on ne peut rien accepter qui puisse nous imposer. Parce que si on était allé au dialogue, on peut ne pas obtenir l'audit, on peut ne pas l'obtenir. Il peut dire, bon, comme le temps est trop court, je suis désolé, on a dialogué, mais soyons réalistes, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis on peut donner des arrangements pour qu'on puisse, voilà, pas faire un audit à 100%, mais essayer de voir. On dit, bon, on n'a pas confiance à ton président d'Achille, est-ce que tu peux accepter? C'est ça qu'on appelle la négociation. M. Ouattara a tout refusé. Donc, aujourd'hui, on a mis la pression avec la marche du 9 août, après, avec le meeting de Laurent Gbagbo le 16. Et puis, le résultat sort aujourd'hui, il dit, bon, en ayant analysé les dossiers, on accepte un candidat. Chers frères, je vous dis que c'est là où le président Gbagbo va sortir son génie politique avec Tiam ensemble. Les deux vont se parler. Les deux vont se parler. Quand j'ai écouté Assalé Teboko, au-delà même de l'avoir écouté, j'ai parlé avec lui, parce que tout ça, ce sont des frères. Assalé Teboko, rappelez-vous, quand Abdia Saleh, il était pratiquement en train de perdre l'élection, il est venu à mon bureau pour demander la finale. Et je me suis déplacé pour aller à Abdia Saleh. J'ai animé une conférence là-bas. J'ai défendu le cas à Assalé Teboko. Le jour de l'observation des élections, je me suis rendu à Abdia Saleh. Il a gagné 2 fois la municipalité. Il a gagné une première fois, ils ont annulé. On a vu le tripatouille qu'il y a eu, ils ont repris. Il a gagné encore une fois. Lui, sa philosophie, c'est quoi? C'est que si nous nous mobilisons pour aller à une élection contre Ouattara, il peut ne pas gagner l'élection. Mais, chers amis, Ouattara que nous on connaît, il ne va pas aller à une élection, un 4e mandat qui perd l'élection. Jamais. Ah oui, mais les Sénégalais l'ont montré avec Ablaye Wade. Rappelez-vous, Ablaye Wade a fait 2 mandats. Et puis il s'est entêté pour faire un 3e mandat. Le peuple sénégalais l'a envoyé paix. C'est là où Macky Sall est venu au pouvoir. Rappelez-vous très bien. L'histoire est là. Mais c'est le même Sénégal. Sur ce plan-là, du point de vue de la démocratie du peuple, le Sénégal est en avance sur nous. C'est les mêmes juges sénégalais là qui ont dit à Macky Sall stop. C'est les Sénégalais. Dans notre sous-région, il y a le Sénégal et puis le Ghana qui se battent pour nous montrer la démocratie. Regardez le président ghanéen. Il était en mission quelque part en Chine, non? Il vient de dire que lui, il ne va pas faire un autre mandat. Et pourtant, il a après son premier mandat, il était parti. Et aujourd'hui, il est revenu. On aurait pu dire que, comme il est venu, c'est comme si on recommençait à zéro. Il va faire comme les Américains. Les Américains, Donald Trump est venu en 2020, il a perdu. Non, il était venu avant. Il a perdu des partis aujourd'hui. Et selon la constitution américaine, il ne peut pas aller au-delà. Il va faire un seul mandat. Vous voyez? Donc, il y a des peuples comme ça dans notre région qui nous montrent
des stratégies. Je suis vrai, moi je suis persuadé. Et quand je le dis, parce que je suis aussi un peu écouté, parce que de temps en temps, on me consulte un peu aussi. En tant qu'un acteur de la société civile. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a que le pouvoir Ouattara. Parce que comme je l'ai combattu pendant 15 ans, il ne me consulte pas. Non, mais parce que je n'aime pas les mauvais démocrates. Je n'aime pas les gens qui sont méchants. Les gens qui n'ont pas peur de tuer. Je ne peux jamais composer. Sinon, les propositions pour entrer dans le gouvernement, là, ils sont là, ils savent. Ce n'est pas tout qu'on dit. Je ne peux jamais m'asseoir à la table de quelqu'un qui peut voir mourir son prochain à cause de quoi. Un pouvoir éphémère que tu vas laisser demain pour mourir. Si jamais un des deux était retenu, je suis persuadé que les deux présidents vont se parler. Les deux présidents vont se parler. Et même, ils peuvent se parler longuement et largement. Parce que dans les candidats qui seront retenus là, moi je pense à une dizaine. Vous avez vu 60, mais la vérité, il y a une bonne dizaine. Parce que sachez aussi que c'est vrai, il y en a qui sont achetés. Et tout à l'heure, le frère l'avait dit, je ne veux pas insulter tout le monde n'est pas forcément acheté. Il y a des gens, voilà, il y a des gens qui ont les moyens et puis qui sont suffisamment responsables. Mais vous allez, il n'a pas tort, hein, parce que comme l'expérience de KKB vous a donné du feu à moudre, hein, donc on peut dire que tout le monde peut acheter. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, parmi ceux qui vont être retenus, le président Pago et le président Tiam, ils vont trouver un canal pour se parler. Et dans les discussions, ils vont voir s'il y a un certain nombre de candidats qui peuvent se mettre à leur côté. Parce que j'ai donné une bonne image. Je vous rappelle encore cette image-là. Il y a 10 candidats. Sur les 10 candidats, il y a 9 qui décident par exemple de faire une réunion. Est-ce que vous imaginez ce que j'en vais vous dire? Ça, c'est la haute politique maintenant. 9 candidats disent on va faire un sommet des candidats. Les 9 candidats se retrouvent et puis à l'issue de leur discussion, ils disent nous, candidats déclarés par le Conseil constitutionnel, à l'issue de ce mini-sommet, nous décidons que 1. L'élection soit reportée de 3 mois. Pourquoi? Pour que, 1. Nous fassions l'audit de la liste électorale et que nous réglions la question de la CEI avant d'aller à l'élection. Dans le monde entier, ça aura un poids. Ça aura un poids beaucoup plus que parler, faire des conférences, parce que ce sont des candidats déclarés à l'élection présidentielle qui parlent ici. Deuxièmement, chers frères, n'oubliez pas aussi la théorie suivante. Pourquoi le Front commun fait peur à Ouattara? Parce qu'il est statistiquement démontré que Laurent Gbagbo, le PACI et le PDCI, ensemble, Ouattara est écrasé. Ouattara est écrasé. Et donc, en te répondant, en fait, je suis en train de te répondre, mais en même temps, je détaille un peu pour que tu puisses voir combien de fois c'est possible. Comment Diomaye Faye est devenu président au Sénégal? Le Conseil constitutionnel, ils ont bloqué Ousmane Sonko. Il a désigné Diomaye Faye. Mais qu'est-ce que les Sénégalais ont fait? Tous les jeunes Sénégalais, ils se sont mobilisés, ils ont rempli les bureaux de vote. Parce que, souvenez-vous comment M. Gbagbo est devenu président en 2000. Ça aussi, j'espère que vous vous souvenez, il n'était pas à Guy Robert. Guy Robert dit qu'il était candidat du peuple. Il y a des bureaux de vote où Guy Robert n'était pas représenté. Dans tous les bureaux de vote, M. Gbagbo était représenté. Donc, le soir du vote, avec les PV, Gbagbo savait qu'il avait gagné les élections. Donc, en fait, je suis en train d'expliquer que même la CEI, là, dans le pire des cas, on a les moyens de la contourner. Je reprends pour qu'ils sachent que nous, on sait. Si dans tous les bureaux de vote, supposons qu'il y a 25 000 bureaux de vote, et que le PPRCI, le PDCI se sont entendus, et puis quelques indépendants se sont joints à eux, et que dans les 25 000 bureaux de vote, nous sommes représentés. Le même soir, à 18h, à l'instant T, nous avons les résultats. Yes. Parce que là où il y a la fraude, c'est lorsque ça arrive en haut. Et qu'il y a des bureaux de vote où nous ne sommes pas représentés. On remplit, on bourre. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Au Sénégal, le représentant de Macky Sall, il y a des bureaux de vote où il n'était pas représenté. Alors que Ousmane Sonko, son représentant Diomaye Faye, les étudiants étaient mobilisés, ils étaient partout. Et comme là-bas, le dépouillement se fait bureau de vote par bureau de vote. Donc, dans tous les bureaux de vote, ils savaient. Mais ici,
Chez nous, il n'y a pas encore bureau de vote par bureau de vote. Sauf que, avec Internet aujourd'hui, quand vous finissez là, tu prends la photo, tu envoies ça. C'est ce qui s'est passé en 2000. C'est comme ça que le même soir là, les d'abord du cas, ils savaient que Gbagbo avait gagné l'élection. Donc, chers amis, toutes ces idées-là, on les a dans notre poche. Il ne faut pas que M. Ouattara pense que nous sommes des idiots. On a tout ça dans notre poche. Mais le problème, c'est que lui-même, son 4e mandat n'est pas légal. Donc, c'est ce qu'il ne sait pas, le frère insiste toujours là-dessus. Mais je vais lui dire, ne précipitons pas les choses. D'abord, le Conseil constitutionnel lui-même connaît sa responsabilité. Parce que le soir du 10 septembre, où le Conseil constitutionnel se prononce là, on a souvent fait des meetings, des marches en demandant l'autorisation. M. Ouattara nous a montré qu'on peut aussi faire des mouvements sans demander l'autorisation. Le jour où il a déposé sa candidature, c'était un mardi, un jour ouvrable. M. Ouattara n'a demandé l'autorisation à personne. Et il a mis des milliers d'Ivoiriens dans les rues. Rien que pour déposer sa candidature. Vous pensez que. Et puis il a dit, Gbagbo n'a qu'à donner le mot d'ordre. Essayez on appelle Gbagbo. Quand on est descendu dans les rues, le jour, je me rappelle à l'époque, quand Soro Guillaume disait que les rebelles avaient pris les ministères de la Défense et puis les ministères de la Sécurité. Je me rappelle pour la première fois où je suis sorti dans les rues sans calculer. Je me suis retrouvé à la place de la République. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné l'ordre à quelqu'un. Le président Laurent Gbagbo en a trop fait. Même aujourd'hui, il a trop parlé. Celui qui n'est pas capable de comprendre entre les lignes que le destin de notre nation se trouve dans ta propre main, en tant que jeune, il faut attendre un bouton de Gbagbo. Gbagbo a 80 ans, quand on fait le bilan de sa vie, il a tout donné à la Côte d'Ivoire. Si vous le voyez même aujourd'hui, dans les difficultés même pour s'exprimer, tout ça là, c'est parce qu'il aime sa patrie qu'il a fait ça. Je sais de quoi je parle, on était en exil. On est allé au procès, même pour parler de la santé du président, on était obligé de descendre les rideaux pour parler de la santé de ce monsieur. Et dans son âge, il dit, puisqu'il veut la bagarre, on va faire la bagarre, mais c'est aux jeunes qui est en train de dire, prenez vos responsabilités. Ouais. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc, chers frères, je veux te dire, d'abord, le 4e mandat là, nous le combattons, mais en le disant, c'est à M. Ouattara qu'on envoie un message, parce que je veux être clair avec vous, je ne peux jamais accepter que M. Ouattara s'autorise un 4e mandat alors qu'il a verrouillé Gbagbo, il a verrouillé Titantiam. Je ne peux pas accepter ça. Et le jour où le Conseil constitutionnel va se tromper pour faire cette erreur-là, ce n'est pas Dr Boga qui a donné l'ordre. Moi, on ne me donne pas d'ordre. De la même manière, on ne me donne pas d'ordre. Les Ivoiriens qui sont là, on n'a pas besoin de leur donner l'ordre. C'est 1 million de personnes. Moi, je vais modérer. 1 million de personnes au Bango que j'ai vu le 9 août dans les rues. Cette vague-là, il faut la provoquer. Il faut te permettre de dire qu'on va faire un 4e mandat et que les autres ne peuvent pas candidater. C'est ce discours-là qui n'aime pas entendre depuis mon coup chassé. Mais je suis vivant. Et je vais le leur dire jusqu'au dernier. Parce que, chers amis, rappelez-vous, il y a une émission que j'ai faite en 2010 avec Awa Eoura. Je me rappelle comme c'était hier. Jusqu'à je l'ai cherché, je l'ai transcrit dans un de mes livres. La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu. Que j'ai sorti en Italie. Et le livre a été traduit en italien. Je disais à Awa Eoura, même s'il n'y a personne pour défendre mon pays, on va nous tuer un à un. Mais ce pays-là va nous revenir. Et tous ceux qu'ils ont volé, ils vont vomir ça pour notre nation. Vraiment? Oui. On va laisser. Vraiment, merci à tout le monde. Je voulais dire, je sens que l'ONU, parce que je me rappelle comme c'était hier. Avec le micro là, comment on fait? Comment moi y ai parlé? C'est dit. C'est la porte d'abord. Non, tiens. Tiens, appuyez pourtant. Voilà. On and off. Hello. Non, il va régler ça. C'est pas les filles. C'est quand même une femme qui parle. Il va régler. Merci. Je disais que, à mon avis, l'ONU n'est pas fondée. Parce que à mon avis, l'ONU n'est pas fondée parce que je me rappelle comme c'était hier.
Au temps du président Laurent Gbagbo, où il y avait eu des accords en passant par Québec, par Pretoria, par Accra, par Togo, Ghana. Mais aujourd'hui, je sens que il y a une séquence. Je n'arrive pas à comprendre cela. Du moment que le président Laurent Gbagbo a gagné son procès à la haine, en temps normal, un monsieur comme Tagon Béki devait quand même déclarer ouvertement que le président Laurent Gbagbo a droit à la parole de Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, silence radio. Et franchement, je n'arrive pas à comprendre. S'il faut la bagarre, après, la bagarre est venue jouer les médecins, mais la mort. Je ne sais pas si c'est vraiment le site qui les trésors tout dans cette communauté. Je ne sais pas, donc, docteur Boga, si vous pouvez quand même les aujourd'hui, parce que c'est triste. D'accord. Il faut applaudir Gina. Je voulais. Oui. Il faut remercier. En fait, vous voulez que je vienne ouvrir la lumière? C'est bon ici? Là, c'est bon? Alors, Gina dit que elle ne comprend pas le fonctionnement de l'ONU. Et que lorsque c'était le cas du président Laurent Gbagbo, mais l'ONU s'est déployée comme ce n'est pas permis. Et aujourd'hui, le monsieur, ses droits sont violés et l'ONU ne bouge pas. Alors, Gina, ton observation n'est pas fausse du tout. Hein. Ton observation n'est pas fausse. Parce qu'on peut se rappeler le déroulement des événements. Regarde un peu. Vous savez, pour que la Cour pénale internationale intervienne et jusqu'à ce qu'elle prenne le président de Laurent Gbagbo a été le premier à saisir la Cour pénale internationale en 2003, après la République. Il a écrit au procureur de la CCI, au Campo, pour dire qu'il y a une rébellion qui attaque mon pays. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, je souhaiterais que l'ONU se saisisse de la Cour pénale internationale. Et lorsque Ouattara est arrivé avec l'élection, c'est lui qui a écrit. Dès qu'il a écrit, à peine à titre de l'église, le Campo s'est saisi de la question pour menacer Laurent Gbagbo. Donc, une observation qui n'est pas fausse. Deuxièmement, le certificateur de l'élection envoyé par l'ONU, il n'a pas joué son jeu. Sa mission, ce n'était pas de dire qui a gagné l'élection. La résolution du nombre de certificateurs disait que allez-y en Côte d'Ivoire et dites-nous si l'élection qui se passe, l'élection de sortie des cuisses est crédible au regard des standards internationaux. Donc, M. Choi, on vous nomme Côte d'Ivoire pour certifier. Vous pouvez certifier, ça veut dire valider en quelque sorte. Mais on n'a pas dit non. Parce que quand vous rentrez dedans pour dire qui a gagné, vous êtes substitué aux institutions du pays. Or, dans le visa, ce qu'on appelle le visa, c'est considérant que. Et dans les considérants, là, il y a un considérant qui disait considérant que la Côte d'Ivoire est un pays souverain, dont la constitution existe, le certificateur ne peut pas remplacer les institutions du pays. Ma chère sœur, on a fait le tour à cause de cette question. On a été victime de quelque chose. Donc aujourd'hui, pour parler comme toi, la plupart des discussions que nous faisons, nous mettons l'ONU devant ses responsabilités. Parce qu'au fond, c'est l'ONU qui nous a imposé Ouattara. Non, mais je veux répéter pour que vous l'entendiez. C'est l'ONU qui nous a imposé Ouattara. On l'a appelé le candidat élu. Le candidat reconnu vainqueur. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo était le dictateur qui s'accroche à un pouvoir qu'il a perdu. C'est avec ça que nous sommes sortis de la Côte d'Ivoire. Pour aller faire le tour du monde. Je me rappelle encore ici aux États-Unis pour rencontrer certains sénateurs. Le représentant du PPACI, le PFP, il ne pouvait pas parce que le parti était considéré comme des faux politiciens, les faux démocrates qui refusent de reconnaître leur défaite. Et moi, j'avais la chance, parce que société civile, de rentrer pour parler un peu avec eux. Et je leur montrais les livres que j'avais écrits. Pour dire que non, ce qu'on dit là, c'est pas vrai. Parce qu'on a réussi. Mais aujourd'hui, l'ONU est devant ses responsabilités. Et c'est pour cela que les pas que l'ONU a commencé à poser, il faut les lire. Par le comité des droits de l'homme de l'ONU. Je rappelle, hein,
le comité des droits de l'homme de l'ONU, le Haut Commissariat des Nations Unies, le Haut Commissariat, c'est en Genève. Donc, les instances de l'ONU ont commencé à réagir. Et qu'est-ce que le comité des droits de l'homme a dit? Ce sur quoi je me suis appuyé tout à l'heure. Le comité dit, j'ai été saisi par M. Babo, j'ai été saisi par M. Kylian Thiam, me demandant de prendre des mesures urgentes pour qu'on les réinscrive sur la liste électorale en attendant d'analyser au fond. Moi, comité des droits de l'homme de l'ONU, je refuse de les mettre sur la liste électorale en attendant d'analyser au fond. Pourquoi je refuse? Je refuse parce que la Côte d'Ivoire a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est-à-dire que c'est un texte qui fait obligation à l'État de Côte d'Ivoire parce qu'on a ratifié ce texte-là. L'article 25 dit que le pays qui a ratifié cette convention-là est obligé de permettre à tous les citoyens d'être éligibles et d'être électeurs. Donc, je n'ai pas besoin de donner des ordres à l'État de Côte d'Ivoire. C'est à l'État de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Je peux te garantir qu'aujourd'hui, où nous sommes arrivés là, l'ONU est aux aguets et surveille ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous, on est à l'aise. M. Ouattara a refusé le terrain. Le monde entier sait que nous l'avons appelé au terrain, il a refusé. Donc, nous-mêmes, si on veut casser le nom, on peut bien casser. On lui a dit qu'on va parler. Il dit qu'il m'en fout. Que lui, le président, a vu. Parce que, qui vous dit que quand tu as fait le 4e mandat là, tu n'as pas changé la constitution encore, vous dites que c'est la 5e république. Non, c'est la 4e. Et puis la 6e. Qui nous dit qu'il n'a pas fait la même chose? Donc, quelque part, c'est pour ça que je dis aux Ivoiriens que c'est par là qu'ils veulent chuter. Chers frères, on n'est pas venu ici pour monter, on est déjà, on n'a rien à faire. Non. Vous savez, on est tous des cadres ici. Moi-même, j'ai laissé mes étudiants là-bas. On dit que je suis à Patrick maintenant. Bon. On n'est pas venu pour soulever quelqu'un, hein. On est venu pour parler d'une nation qui est prise en otage par des frères et des sœurs que nous avons accueillis dans notre pays et nous sommes prêts à nous chasser. C'est ce qui a pris offense propre comme offense sur nous. Et quand j'en parle comme ça, j'essaie de. Dans mon propre village, une vingtaine de Burkinabés, ils me font la guerre. Moi, je reviens d'exil. Parce que souvent, quand on parle, rien parce qu'on raconte des colonies. C'est un dossier qui est en procès, je ne l'ai pas dit. Mais ça fait trop mal de savoir que sur les 111 hectares de mes pères, j'arrive d'exil, mes parents sont décédés. Moi, je leur dis, bon, écoutez, il y a longtemps que vous êtes ici, plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne vais pas vous chasser. Moi-même, là, je ne vais pas au champ. Je n'ai pas eu l'habitude d'aller au champ. Mais les faux contrats que j'ai signés avec mes parents, on va casser. Amen. Et puis, on va recommencer à zéro. Amen. Je peux vous donner de nouveaux contrats. Machin. Les gens me disent, nous, on ne veut pas. Et qu'on est propriétaire, on a acheté à 200 000 francs. Je n'ai rien dit. Je suis allé voir le juge. Le juge dit, non, il faut aller à l'agriculture. Donc, je suis allé les payer environ 1,5 million pour faire cadastrer la plantation. Ils ont fait, ça fait 71 hectares. Très bien, Dieu merci. Maintenant, quand ils ont fini avec les voisins, donc les voisins des autres villages, c'est normal, ce sont les 71 hectares. À l'intérieur, maintenant, c'est là que les Burkinabés sont. Donc, ils vont, l'agriculture nous convoque. Moi, je ne sais pas là, moi, j'ai eu des représentants. On dit, bon, le monsieur veut faire cadastrer la plantation pour avoir les petites fonciers. Les Burkinabés disent, en maintenant la sous-préfet, que eux, ils ne se reconnaissent pas dedans, que eux-mêmes, ils ont acheté aussi. Et puis, ils ont des papiers. C'est même pas pays même, dans le village des gens. Et puis, c'est pas une affaire de dire ils ont planté le cacao à pousser. Non, hein. C'était la plantation de mon père, il avait donné à un blanc. Et selon un certain temps, 20 ans, le blanc est décédé après, il est parti comme la plantation. Donc, quand ils viennent là, quand je suis en exil, 200 000, 300 000 là, ils prennent et puis ils exploitent jusqu'à aujourd'hui. Waouh! Il n'y a pas de problème, on va aller en procès. Et je leur ai foutu un procès qui est en cours. Mais ce que je suis en train de vous dire là, ça c'est mon cas. Mais tous les cas seront réglés. Parce que dans notre pays, selon la loi, aucun étranger ne peut être propriétaire privé. Et ça, il faut que nous ayons l'habitude de nommer l'habitude. C'est pas que je dis aux frères, ça, la Côte d'Ivoire de demain, si vous voulez, on fait même des colloques. Nous-mêmes, on va décider.
Parce que quand vous allez au Niger, quand vous allez au Nigeria, ce n'est pas écrit dans la loi, ce sont des faits. Donc, en fait, nous, ce qu'on a dit, nous a fait, où on a été piégés, le président Bédier, comme il était le président lui-même, et puis il est venu parler d'Ivoire, il dit, oh, ils sont trouvés là à l'occasion. Le président nationaliste, il est xénophobe. Et puis on nous a collé ça. Ce qu'il faut faire, c'est la pratique. Vous allez au Nigeria, vous voulez monter un business, parce que vous êtes milliardaire. Ok. Mais tu montes ton business là, pas soit numéro 2. Le numéro 1 là, c'est un Nigérien. Et puis, parce que l'erreur que vous faites, si vous mettez ça dans la loi, le pays sera considéré comme xénophobe. Parce que c'est comme si c'était une loi exclusionniste. Ce sont des erreurs que nous devons faire. Donc, les crises que nous vivons avec Ouattara doivent nous donner des leçons. Je le répète ici encore une fois. Je dis, je ne sais pas par quelle magie M. Ouattara va m'expliquer les liens qu'il a avec le Burkina. Puisqu'il refuse d'être burkinabé d'origine. Je ne sais pas par quelle magie. Et le discours que je tiens, c'est le discours de quelqu'un qui est floué parce que c'est comme quelqu'un est venu d'ailleurs, je l'ai accueilli, mais il refuse de refaire ses origines. Il dit, t'es plus ivoirien que moi-même. C'est ce que M. Bako a dit joliment, tu me trouves dans mon propre village, et puis tu veux me chasser dans mon village. Ça fait tellement mal. Et dans l'avion, c'est ça qui m'a fait plaisir. Il faut que je répète ça pour qu'ils comprennent. Dans l'avion, je me disais encore une fois, un fils d'immigré me fait partie de mon pays. Parce qu'il a pris l'armée, parce qu'il a pris la police, parce qu'il a pris les richesses de mon pays. Et c'est pour ça que cette fois-ci, il faut rien qui ne faut pas se lever pour sauver la patrie. Parce que, chers amis, on ne pourra jamais s'en sortir. Parce qu'après lui, ça va être une photocopie ou je ne sais pas moi, de n'importe quoi. Chers frères, mon mot de fin, je ne sais pas, mais je le donne en même temps. Je voudrais remercier la sœur qui nous a réunis ici. Vous voyez que ce rassemblement, nous devons le démultiplier. Parce que l'heure est venue où les fils du pays doivent prendre leur destin en main. Personne ne viendra nous sauver de notre pays. Ce pays que Dieu nous a donné est trop magnifique. Et c'est pour ça qu'on nous fait la guerre. Le pays est trop riche. C'est pas moi qui l'ai dit. Voici quelqu'un qui a cité la Colombie. Non, c'est pas Colombie. C'est Colombie, non? Les gens, toutes les nations nous en veulent. Parce qu'on a un pays béni. Simplement un exemple. Prenez à partir du Rabat. Les rabats, juste après Yam Sokro, nous avons 1 million par fond. Le projet Adrao, Oui. Le projet Adrao, Oui. le projet Adrao était pour toute l'Afrique de l'Ouest. Simplement, le projet Adrao, c'était pour nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire nourrit toute l'Afrique. Voyez. Donc nous sommes riches. Voyez. Et aujourd'hui, en allant dans son sens, si vous voulez, parce que quand on donne la tête à quelque chose de malheur, bon, en fait, tout ça, ça nous a permis de prendre conscience. Je disais qu'on avait un beau pays, mais tellement on est généreux, tellement on aime la joie, on n'a pas pris conscience. Peut-être que l'heure est venue que nous serons plus conscients. Amen. On ne veut chasser personne. Dans les normes internationales, l'expropriation est une violation des droits de l'homme. Si un monsieur a acquis de bons droits, il n'y a pas de problème. Mais aucun étranger ne peut peut-être gagner dans ma vie. Et je voudrais que le combat qu'on mène là, c'est vrai que Laurent Gbagbo est devant. C'est vrai qu'il est aujourd'hui, c'est pour ça que je suis content qu'il se soit mis avec Tidiane, parce que Tidiane représente un peu la jeune génération. Amen. Le président Gbagbo est fatigué, il a fait sa part. C'est à nous de prendre conscience de la vie de notre pays. Et moi, je pense que je ne pleure pas sur mon sort, genre, je suis parti à tout. Non, partout où Dieu t'emmène, tu es ambitieux. Donc, moi, je ne suis pas en train de pleurnicher. Mais je leur ai dit, dans la déclaration que j'ai faite en arrivant ici, le 16 juin 2025, le divin m'a sauvé. C'est parce que la mission n'est pas terminée. Et je voudrais contaminer quelqu'un qui m'écoute. Je dis, vos richesses que vous avez ne valent rien à côté de la nation que Dieu vous a donnée. Il faut le métier à l'esprit. Et donc parfois, si tu n'as pas le temps, il faut encourager les frères qui se battent. Parce que c'est ce que je fais une petite question. Quand j'encadrais les petits affaires, je leur demandais, je ne comprends pas. Vous dites que vous faites une grève. Mais pourquoi tous ceux qui ne font pas la grève là aussi, vous les combattez, on les voit frapper leurs camarades qui sont au cou parce qu'ils ont décrété une grève. Mais vous savez ce que les enfants m'ont répondu parce que c'est comme un bon petit. Ils me disent, mais rien. Nous, on ne se bat pour la bouche. Ils ne nous soutiennent pas.
Mais quand on paye la bourse, ils sont contents de bouffer. Donc, nous aussi, on va demander de verser une rançon. Ils ont raison. Parce qu'il y en a qui tombent dans leur chambre. Pendant qu'on est content de causer ici, de causer ici. Le minimum pour que je fais, même s'il ne peut pas, appelez un client pour dire bon, j'envoie $50 pour vous encourager parce que je ne peux pas vous suivre partout. Mais si vous ne le faites pas, vous savez pourquoi moi je suis venu là? Je suis venu là de rien. Qui m'a envoyé ici? Mais s'il y a eu un accident, c'est pour qui? Parce que j'aime mon pays. C'est mon autre pays.